d'à peu près. Bonjour chers auditeurs, ravi de vous accueillir pour un nouvel opus, un nouveau podcast du monde d'à peu près. Eh bien toujours la mine au micro pour l'animation et vous le savez toujours accompagné de ses acolytes que sont Nicolas et Ludovic. Bonjour les gars. T'as failli oublier mon nom, oui, Ah non, j'ai pas bonjour. oublié. Bonjour à tous. Et on reçoit un invité qu'on a déjà reçu, Thierry Marignac. Bonjour. Bonjour. Écoute, est-ce que tu me permets de te tutoyer? Maintenant tu deviens habitué des plateaux d'Artemus. Ça fait un moment que je te permets, mais bon. ça c'était en off, voilà. Et... On va la refaire, on recommence. Même, Non, on commence pas du tout. même à la radio. Oui, parce que tu es le premier qui revient, donc... Ah voilà, tu nous fais l'honneur de revenir. Euh, Je sais pas si c'est bon signe, mais enfin, il revient. C'est vous qui me faites l'honneur de m'inviter, voyons. Eh bien écoute, on te reçoit aujourd'hui parce que tu as écrit un nouveau roman, un roman autobiographique qui s'appelle Photo passée Oui. et qui est édité par Manufacture des livres, c'est ça, hein? Je dis pas de bêtises. En fait, c'est Manufacture de livres, Manufacture de livres, voilà. dit-il. Enfin, c'est l'éditeur surtout que ça intéresse. Bon, en tout cas, on est là pour parler de ton dernier livre. Je sais que les chroniqueurs l'ont lu avec intérêt. Et Nicolas, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as à dire à Thierry? Il est là, vas-y, lâche-toi. Ah, j'ai plein de choses à lui dire, mais qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en ai pensé que du bien, parce que je répète, je l'avais déjà dit la dernière fois, que Thierry Marignac est un auteur qui gagne à être connu, si ce n'est déjà par son style littéraire quand même, quel que soit le sujet abordé. Et dans le cas présent, c'est donc un roman autobiographique qui est assez touchant, parce qu'il garde une distance tout au long de l'histoire, mais on sent quand même que c'est pas rien, l'histoire avec son père, puisque c'est le sujet du livre. Et ce qui est toujours agréable, c'est comme dans ses livres précédents souvent, c'est qu'il mêle son histoire avec la grande histoire. Donc on croise des personnages quand même assez épiques, de plein de moments, de plein d'époques. Et j'ai trouvé ça plutôt sympathique à lire. Et il y a toujours cette excellente description des personnages. On se croirait vraiment dans un film. C'est assez sympathique. Les scènes et les personnages, il y a quelque chose de toujours aussi cinématographique dans ce qu'il écrit, je trouve. Et puis surtout, l'histoire, elle est très personnelle, mais il y a une pudeur et une distance qui reste tout le temps, et qui permet peut-être ça lui permet à lui, on lui demandera peut-être de survoler ça, puis d'y survivre quelque part, parce qu'il y a quand même beaucoup de survie dans ce livre. Mais finalement, c'est la survie qui donne le sens de la vie, je pense. Voilà, c'est l'effet que ça m'a fait. Voilà, c'est assez élogieux. C'est ma modestie souffre cruellement. Il y avait, il y avait 3 obstacles dans ce genre d'exercice, puisque c'est marrant, vous dites roman autobiographique. Je ne l'avais pas conçu comme ça, mais effectivement, ça a l'air d'être l'impression plutôt générale. Les gens, ils lisent ça comme un roman, donc c'est mieux. Ça veut dire que le lecteur a du plaisir. En réalité, quand j'ai reçu ces photos, donc la première photo de mon père, dont je ne me souvenais pas, hein, sur la photo, je ne suis pas assez vieux pour m'en souvenir. Je n'ai pas eu un choc spécial. J'étais au courant que j'allais la recevoir. Je n'ai pas eu un choc spécial et je laissais passer quelques temps comme ça. Et ensuite, il se trouve que je gagnais ma vie en faisant des traductions de russe. Et à partir du 24 février 2022, je me suis dit, c'est plus un créneau porteur. Il s'est passé quoi le 24 février 2022? Et je me suis dit, j'ai une histoire à raconter. Et donc j'ai commencé comme ça. C'est-à-dire, en fait, en réalité, je vais massacrer le romantisme là. C'était assez comptable, mon idée. Et puis, donc il y a 3 obstacles à ce genre d'exercice. Donc exhibitionnisme, pathos et règlement de compte. Ces obstacles que je voulais à tout prix éviter. Donc, forcément, je me suis mis dans une espèce de posture d'enquêteur après coup, le dossier est classé, et ça donnait justement la distance nécessaire pour être le moins émotif possible par rapport à l'histoire personnelle. C'était très important dans ma conception. Ensuite, je me serais beaucoup trop ennuyé s'il n'avait été question que de mon histoire personnelle. C'est pour ça que j'ai parlé de beaucoup d'autres choses. Et en même temps, c'était relié parce que justement le fait que je sois assez ouvert sur le monde, les langues étrangères, les voyages, etc., ça vient sans doute d'une absence quelque part, comme on dit en psychanalyse. et donc c'était relié.
Et donc j'ai trouvé le moyen de relier tout ça. Et je me serais beaucoup trop ennuyé si je n'avais pas justement parlé, je ne sais pas moi, de la traduction, de Limonov, d'un écrivain français qui s'appelait Hervé Prudon, qui est oublié maintenant, etc. Ça aurait été pour moi, au bout d'un moment, assez vide. Et puis, je n'aurais pas pu remplir 300 pages. En effet. Et toi, justement, Ludovic, qu'est-ce que tu en as pensé? Et avant ça, je tiens aussi à le rappeler, parce que j'ai oublié de dire dans mon introduction, que Thierry est écrivain, journaliste et aussi traducteur franco-russe et anglais-russe. Hein, Ouais, ça, c'est voilà, ça. Oui. comme ça qu'on recadre le tout. Et j'invite aussi les auditeurs à aller écouter notre première interview, parce qu'on en parle de tout ça. Ludovic, toi, t'en as pensé quoi du livre? Qu'est-ce que tu as à dire à Thierry qui est en face de toi là? Alors, de toute façon, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Je suis un lecteur difficile, mais je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Du début à la fin. L'aspect subjectif, enfin, je trouve que c'est un beau texte. Effectivement, tu as évité l'écueil de ce que tu disais, le pathos, le règlement de compte Et l'exhibitionnisme. Et l'exhibitionnisme, effectivement. C'est un texte très pudique. C'est pour ça ça le rend plus facile et plus agréable à lire, en tout cas. En ce qui me concerne, même si le sujet n'a rien à voir avec le livre précédent dont on avait parlé, La guerre avant la guerre, et dans ton style, dans le souvenir qu'il me laisse un souvenir assez impressionniste. Et je me demande si ce n'est pas simplement le fait qu'on a peut-être des sensibilités littéraires assez opposées. Donc, quand je vois les auteurs que tu cites, que je ne connais pas forcément, mais et alors tu cites Modiano par exemple, et dans Modiano, et je retrouve ce côté parfois beaucoup plus fort que quand je lis ton style. Modiano me tombe des mains en fait, et il me donne l'impression d'être toujours dans une espèce de brume. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt ton style qui est plus subjectif et moins vers la précision et plus vers la sensation et la suggestion. Oui. Moi, j'aime beaucoup Modiano. Il est régulier, inégal. Tout n'est pas du même niveau. Il y en a qui m'ont vraiment, vraiment transporté, que j'ai lu d'une traite. Je parle de Modiano, d'ailleurs, anecdotiquement. C'est parce que Oui. C'est tout à fait anecdotiquement. C'est quand Édouard Limonov Danil Doubchine, le secrétaire d'Édouard Limonov, m'avait demandé un auteur français valable, parmi ceux qui sont traduits en Russie, bien sûr. Je lui ai dit Modiano. Et puis, Limonov, qui était très attention, moi je suis prolétarien, il a commencé à se moquer de moi en disant que j'étais un esthète décadent, etc., qu'on ne pourrait pas me sauver et tout. Et donc là, je lui réponds, mais écoute, moi je ne suis pas un leader prolétarien chargé du destin de l'humanité. Juste Thierry, pour nos auditeurs, peux-tu aller vaguement esquisser qui est Limonov? Parce que peut-être que tout le monde ne le connaît pas. Alors, Limonov, c'est un grand écrivain russe qui a vécu successivement à New York et à Paris, qui a été la coqueluche de la gauche caviar pendant toutes les années 80. Hein. Ok, d'accord. Jusqu'à ce qu'il prenne un mauvais tournant avec l'Idiot international de Jean Edernalier et qu'il s'engage dans la guerre en Yougoslavie du côté serbe. Et là, il a été maudit, renié, traité de fasciste, etc. Il y a eu toute une campagne dans le journal Le Monde contre les Rouges-Bruns menée par Dédé la Donneuse. Et il est rentré en Russie où il est devenu leader politique, en réalité. Leader politique au départ, c'était un groupuscule. Ils ont fini par avoir un certain nombre de membres d'un parti qui s'appelait le Parti national bolchevique. Il continuait à écrire des livres, mais il avait complètement changé. Je veux dire, c'est très marrant pour moi parce que j'avais le souvenir du mec que j'avais connu à Paris. Je l'ai connu, j'étais très jeune, je n'avais même pas encore 23 ans. Pour moi, c'était un mec avec qui on traînait, on buvait des coups, etc. Et puis je le revois à Moscou et il est au quartier général du parti qui s'appelait le Bunker parce que c'était un sous-sol. Et il donne les cartes du parti aux nouveaux membres. Et il y a toute une salle de mecs, pour la plupart assez jeunes, enfin il y avait des filles aussi, qui est complètement fascinée par lui. Et moi, je n'ai pas du tout ce rapport-là avec lui. J'ai vraiment un rapport de copain, quoi.
C'était très surprenant. Il est mort il y a quelques années. Ça m'avait fait beaucoup de peine, parce que c'était un de mes meilleurs amis quand même, et puis c'était un personnage complètement incroyable. On n'a pas souvent des amis comme ça. Tu précises d'ailleurs dans le livre qu'il est mort le jour du confinement. Oui, En 2020. Il est mort le 17 mars 2020, et c'est ce jour-là que le confinement il est tombé. Et tu écris aussi que tu as tout fait pour te rendre à ses obsèques. Mais je Et que tu voulais, n'as mais pas je pouvais pu. pas. Et que c'était pour toi, tu écris que c'était un double deuil. Oui, je n'avais jamais remarqué ça avant. C'est de perdre quelqu'un, c'est déjà un choc. Et si en plus on peut même pas aller à ses funérailles, à la dernière cérémonie. Et d'autre part, à Moscou, tout le monde m'attendait. Hein. Bon, je me suis rattrapé parce que je suis allé il y a 2 ans, juste, à l'érection de sa statue sur sa tombe. Donc ça m'a permis d'être devant sa tombe, de faire mes adieux, quoi, d'une certaine manière. Mais sur le moment, c'était un double choc, effectivement. Mais c'est aussi, ça a été un père de substitution pour toi, Limonov. Oui, en quelque sorte. Mais c'est comme je le disais, comme j'essaye d'expliquer, ces pères de substitution, ils m'ont jamais dit, voilà Thierry, il faut que tu écrives comme ça, ou que tu écrives ceci, ou que tu écrives cela. Ça n'aurait pas marché avec moi. Mais en revanche, comme j'étais complètement ignorant, absolute beginner, c'était très important qu'il y ait des gens, il y a eu lui, il y a eu Hervé Prudon, qui était un écrivain français, ils m'ont pas formé sur le plan du style, etc., parce que je savais très bien ce que je voulais faire, mais ils m'ont raconté ce que c'était l'édition, ils m'ont expliqué ce que c'était un contrat, ils m'ont expliqué ce que c'était un avaloir, ils m'ont expliqué ce que c'était des droits d'auteur, et c'était essentiel pour moi. Et d'autre part aussi, et ça là-dessus, j'ai énormément appris de Limonov, comprendre le mode de vie. Comprendre le mode de vie quand on est un éternel pigiste, c'est-à-dire on n'a jamais de sécurité. Quand on navigue de contrat en contrat, etc. Très important parce que toutes ces choses-là me manquaient absolument. Mais c'est quand même un personnage clé parce que tu racontes la dernière fois que tu l'as vu, tu savais qu'il était condamné, il savait qu'il était condamné. Vous avez fait une photo ensemble et tu dis que cette photo, elle a l'importance de celle de ton père ou avec ton père que tu n'as pas connu. Donc c'est quand même quelque chose de fort. Oui, il y a peu de gens, il y en a quelques-uns, mais il y a peu de gens que j'ai connus pendant 39 ans, quoi. Et dans toutes sortes d'endroits, à Paris, à New York, à Moscou, il s'est passé des tas de choses. Et puis c'était un personnage exceptionnel, c'est un personnage historique, quoi, d'une certaine manière. J'en ai pas connu tant que ça. Justement, on va parler de son côté historique. Pourquoi tu le définis comme un personnage historique? Et aussi, tu as dit plus tôt que il avait été encensé par la gauche caviar. Voilà, qu'est-ce qu'il avait mis ce personnage, apparemment aux couleurs, qui avait créé la fascination chez cette gauche caviar, et qu'est-ce qui aujourd'hui le met dans l'histoire? Oh, je crois que c'était assez simple. À l'époque, il y avait quand même une grosse rhétorique anti-soviétique. Oui. Et donc, lui, il venait quand même du RSS, même s'il était passé par New York. Et donc, c'était dans le grand amour qu'on avait à l'époque pour la dissidence de BHL à Jack Lang, etc. Et puis, il était exotique. Donc, ça faisait bien dans les cocktails de l'avoir. Je crois que c'est pas plus compliqué que ça. Alors, on veut une petite anecdote quand même. Écoute, en 86, il était dans les 50 personnalités préférées des Français dans le journal Elle. Ah, okay. Si c'est dans Elle, c'est que c'est vrai. Alors. Et en 86, c'était la même année, il avait ce projet délirant qui, moi, me faisait hurler de rire, d'aller interviewer Moammar Kadhafi. Ok, ouais, d'accord. Pour un grand magazine. Il a parlé pendant un certain temps. Pour lui, c'était son héros à l'époque parce que c'était le Bédouin qui résistait à Ronald Reagan, quoi. C'est vrai. Et puis, il a laissé tomber. Et je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit c'est trop dangereux, j'ai une parfaite biographie pour un espion. Ah, c'est vrai. Ouais, ouais. Et donc, ça, c'était le mélange de
de son truc d'adolescent, quoi, après à partir dans des aventures et d'un certain pragmatisme. D'accord. Et tu l'as rencontré à New York, hein, c'est ça, Gilles? Non, à Paris. À Paris d'abord. D'accord. J'ai rencontré à Paris tout simplement parce que il avait publié son premier bouquin, Le poète russe préfère les grands nègres, aux éditions Ramsay. Et avec un autre copain, à cette époque-là, on était journaliste, on faisait des piges, on est allé l'interviewer. Puis après, on est devenus copains comme cochons. D'accord. Mais c'est via lui que après, toi aussi, vécu à New York, hein. Donc, Ou non, c'est pas via lui, D'accord. parce qu'il n'était plus du tout à New York quand moi j'y passais mon temps, c'est-à-dire dans les années 90, lui il était en Russie à ce moment-là. Non, c'était pas par rapport à lui, c'était mes affaires de traduction, parce que j'ai vraiment bien vécu dans les années 90. Parce que j'avais tout le temps des traductions. Je cherchais pas de boulot. J'avais un réseau et les éditeurs ils me téléphonaient. Donc je prenais la traduction, le fric et puis je foutais le camp. c'est un bon projet, hein. Jolie vie. Pour l'anecdote, on peut noter, enfin, tu l'as écrit, qu'il avait amené son soutien aux Gilets jaunes, Limonov, en s'affichant comme le seul intellectuel russe qui vient soutenir les Gilets jaunes. Ouais. Mais c'est lui qui a attiré mon attention sur les Gilets jaunes d'ailleurs, parce que, je sais pas, moi, avec ma vie de poète plutôt citadin et tout ça, des provinciaux qui protestaient contre le prix du fioul, a priori, ça me passait un peu au-dessus de la tête. Et c'est lui qui m'a écrit en me disant « Ouais, c'est la révolution en France, les sans-culottes sont revenus, etc. » Parce qu'il était très comme ça, pouvait être très émotif sur ce genre de questions. Et donc j'ai commencé à regarder. Et il m'a dit « Ouais, il faut que tu m'écrives des comptes rendus, toi tu es à côté, etc. » Puis je me suis aperçu que j'avais des copains qui s'intéressaient à ça aussi, qui y allaient. Et qui avait un peu le même genre de rhétorique que Limonov, en moins passionnel, quoi, mais qui disait c'est un vrai soulèvement populaire. Donc du coup, je m'y suis intéressé. J'y suis allé moi-même assez souvent dans les cortèges et tout. Je veux dire, le jour où Rodriguez s'est fait éborgner, j'étais là à côté. Enfin, sauf que nous, on était parigots, donc on n'allait pas dans les coins là, où on se faisait nasser, où on allait se prendre des LBD dans la tronche. On savait où il fallait pas aller. C'était toute une histoire parce que avec mes potes, soit moi, soit mon ami Yvan, on écrivait un compte-rendu du défilé qui venait de se dérouler, juste en revenant du défilé. On l'envoyait à Moscou, et comme il y a 2 heures de décalage horaire, il fallait faire vite. Lui, il recevait nos trucs, il les traduisait, il les corrigeait, il les envoyait à un site d'information indépendante pour le lendemain matin. Et en fait, c'était très drôle, cette affaire, parce que aussi, c'était devenu une espèce de rendez-vous hebdomadaire de copains, malgré tout. Et voilà. Et à un moment, Édouard, qui trouvait que les comptes rendus de mon copain étaient bien meilleurs que les miens, parce que lui, il était plus dans la ferveur populaire, justement, alors que moi, j'étais un peu cynique. Ça lui plaisait pas. Il m'a dit, il faut pas se conduire comme ça avec le peuple et tout. Tu me rases avec le peuple. Et à un moment, ils sont venus, quoi. Lui et une équipe de tournage qui faisait en fait le dernier documentaire de sa vie, quoi. À cette époque-là, il savait qu'il avait un cancer ou je sais pas quoi. Il savait qu'il allait mourir, ça se sentait. Et je pense qu'il avait également envie de revoir Paris. Et puis, il y avait donc une équipe de correspondants de guerre, quand même, de War Gonzo, qui était avec lui, notamment Semyon Piegov. Et il l'avait suivi depuis 1 an, un peu partout, au Donbass, au Haut-Karabakh, en Abkhazie, dans des endroits comme ça. Où Édouard, je l'ai su après, parce que j'ai eu son dernier bouquin. Il paraît qu'au Haut-Karabakh, il faisait exprès de sortir la tête de la tranchée pour se faire descendre par un tireur d'élite. Enfin, c'est ce qu'il dit. Mais, bon, donc, c'était pas des enfants de cœur, mais ils ne connaissaient pas Paris. En dehors d'Édouard, il n'y en avait aucun qui parlait français. Donc, il fallait quand même qu'on
qu'on s'occupe d'eux, qu'on les voit, qu'on leur dise faut pas faire ceci, faut faire cela, faut passer par là, enfin, etc. Et c'était dans un petit restaurant. J'ai vu qu'Edouard buvait de la vodka comme un trou. Et je lui ai dit, mais normalement, tu as droit qu'il y a un verre de vin. Il avait eu une congestion cérébrale quelque temps, 3 ans avant. Et il m'a répondu que non, finalement, la vodka, c'était bien mieux pour ce qu'il avait que le vin. Donc je me suis dit, bon, il a décidé d'en profiter une dernière fois, quoi. Ensuite, on s'est bien marré dans le défilé. Puis on est arrivé après, on est allé boire un verre à Saint-Germain-des-Prés. Il a encore pris de la vodka. Et là, il m'a fait signe de me taire. Et après, il est passé à travers le jardin du Luxembourg en s'attardant sur tout. Le Sénat, les statues, le bassin. Et là, je devais être étonné parce que il y a un copain, mon copain Yvan, toujours, et il s'est approché de moi et il m'a dit il sait que c'est la dernière fois qu'il les voit. Voilà. C'est un peu intimidant d'être dans un studio hautement technologique avec tous ces appareils, tous les ingénieurs qu'il a dû falloir. T'as vu là tous les gens qui sont à la régie, toute la technique, il n'y a plus personne qui parle, il n'y a plus personne qui bouge. Hein. Tu ne vois que l'infrastructure visible en plus. Il n'y a pas les marionnettistes. Je voulais demander, donc, dans le livre, tu rapportes l'opinion assez iconoclaste de Limonov sur Solzhenitsyn, qu'il considérait comme un dissident vendu aux Occidentaux, si c'est comme ça que tu le rapportes. Un vieux con vendu aux Occidentaux. Alors, première question, pourquoi, de son point de vue, et est-ce que tu partages son opinion ? Pourquoi ? Parce que c'est la vérité. L'autre, il était dans sa dacha du Massachusetts, je crois, ou de Pennsylvanie. Il était prix Nobel et il avait toutes les groupies, tout le fric, etc. Édouard, qui crevait du bec à New York à ce moment-là, il était jaloux comme un rat mort. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Parce que Edouard Limonov avait, alors pas dans les mêmes conditions, il me semble qu'il avait fait de la prison en Russie aussi. Hein. Ah non. Non ? Il en a fait au début du XXIe siècle. Mais à ce moment-là, pas encore. Il a été en prison 2 ans et demi entre 2001 et 2004. D'accord. Et quel était son point de vue sur la Russie de Vladimir Poutine ? Il était un opposant radical rouge-brun. Il était évidemment contre le pouvoir de l'oligarchie. D'un autre côté, quand les Russes ont repris la Crimée, il a dit je critique pas le président pendant ce temps-là. Il a raison. Il était donc social-patriote, quoi. Et est-ce qu'il percevait l'oligarchie de ce côté-ci, enfin en Europe, en France Très bien. Oui. Très bien. Il avait une appréciation absolument remarquable des systèmes de pouvoir et de la façon dont c'était organisé. Oui, très bien. Mais pour revenir à moi... Oui, vraiment. il se trouve que c'était pas une influence à sens unique. En 2015, la dernière fois que je l'ai vu vraiment en bonne santé, j'étais passé par Moscou dans une mission commerciale et pour le chambrer, pour le titiller, je lui ai dit mais mon bouquin, donc mon premier roman fasciste, je lui ai dit ça t'a vachement influencé parce que je m'en souvenais de l'époque. Et j'étais persuadé qu'il allait me dire non parce que monsieur était assez concurrentiel. Il m'a dit oui, absolument. Bien sûr. Pour moi, ça a changé des trucs. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce roman, de son contenu ? Oui, c'était une sorte de journal d'un militant d'extrême droite, écrit au présent et au jeu. Donc l'assimilation avec moi était facile. Et donc, comme m'a dit Jérôme Leroy, qui l'a copié 25 ans plus tard, mais oui, Thierry, c'est la nuit des longs couteaux. C'est-à-dire, il s'agissait d'une fraction trop radicale. Au moment où le parti veut devenir respectable, on élimine la fraction trop radicale. En gros, quoi.
Et je lui dis, t'as choisi le même thème? Il me dit, oui Thierry, forcément, sur ce thème-là, c'est forcément La Nuit des Longs Couteaux. Voilà. Et ce bouquin, en fait, je l'ai écrit pas du tout parce que j'étais militant d'extrême droite. Moi, j'ai jamais milité nulle part. Je ne réfléchis pas à la réalité de cette façon-là. Mais tout le monde s'attendait à ce que je raconte mes années de zone dans la défonce et tout ça. Et puis c'était un peu trop à la mode à ce moment-là. Donc je me suis dit, je vais faire le contraire. Tiens, je vais raconter une histoire que je n'ai pas vécue. Et c'est à partir de là que c'est parti. D'autre part, j'avais une espèce de conception tordue. Bon, j'étais jeune et arrogant. Comme quoi, j'allais faire une espèce de ready-made à la Marcel Duchamp, c'est-à-dire une œuvre d'art avec du discours politique. Et ça a très bien marché, parce que ça me donnait l'histoire, ça me donnait le style, ça me donnait tout. Et en même temps, j'avais un sourire constant en l'écrivant, parce qu'en vérité, ça se sent peut-être pas, j'en sais rien. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Mais pour moi, c'était un livre de la première ligne à la dernière entièrement ironique. Ok, mais d'ailleurs, toi, tu dis que tu n'as jamais milité, que quand tu as écrit ce bouquin, c'était purement un exercice de style, et voilà, un truc qui allait en contre-courant, si je comprends bien. Oui. Mais toi, tu te définis comment, en fait, aujourd'hui? Avec tes influences que tu as eues, ton parcours de vie, où tu te situes? Si tu veux te situer sur les échiquiers politiques. Oh, je ne me situe pas sur l'échiquier politique, je trouve ça dégradant. Ok, d'accord. Je trouve que c'est pour les bœufs. D'accord. Et en tant que non-bœuf, comment tu te décrirais alors? Je sais pas, Limonov, il m'a traité d'anarchiste de droite, enfin je l'ai vu, peut-être, admettons. Ça, tu l'acceptes? Oui, c'est suffisamment vague. D'accord, là-dessus. Tu as fait référence à des années de défense, comme tu dis, qui sont un peu, c'est un peu la psychologie à deux balles justement, mais c'est juste un peu la réaction face à l'histoire familiale. Et ce qui est assez amusant, c'est que tu expliques à un moment, si je résume un peu, que tu as réussi à quitter ce monde-là par manque de collectivisme. Oui, c'est une boutade un peu, mais je pense qu'effectivement, c'est surtout la misère réelle, le sordide des conditions. Et on le voit d'autant plus quand on est plusieurs, quoi. Et on est forcément plusieurs, puisqu'il faut traficoter, etc. Donc ça, au bout d'un moment, ça dépend des individus, bien sûr, mais ça, au bout d'un moment, on a une sensation de dégoût, quoi, tout bêtement, si on est resté assez humain. Et du coup j'ai quand même écrit, sur cette époque-là, un roman qui s'appelle Morphine Monojet, qui est sorti en 2016. Mais j'ai écrit sur cette époque-là 30 ans plus tard, quand c'était plus du tout à la mode. Et ça, c'est le genre de mes conceptions. C'est genre, j'attends encore d'avoir une idée qui ne soit pas foncièrement anti-commerciale. C'est vrai que quand on parle, il y a eu toute l'époque des Requiem for a Dream, il y a eu Trainspotting, il y a eu pas mal de Basketball Diaries, d'ailleurs, où DiCaprio s'est fait connaître par son rôle. J'ai traduit ce roman parce que c'était un roman. Oui, c'est vrai, tout à fait. De Jim Carroll. Ouais. C'est moi qui l'ai traduit. Donc c'est vrai que c'était dans l'air du temps de parler de ces problèmes de drogue, etc. Et toi, tu n'as pas voulu en parler avant que ce soit démodé? Non, j'avais pas envie d'en parler. D'ailleurs, j'avais pas envie d'en parler du tout. Ouais. Et puis... Par pudeur, par honte, c'était... Oui, peut-être c'était trop près. J'étais pas encore assez loin du truc pour pouvoir avoir la distance nécessaire. Parce que tu viens parler de Trainspotting ou de Basketball Diaries, où je parlerai aussi du livre de mon ami André Daronine, encore un truc que j'ai traduit, excusez-moi, qui s'appelle Trans-Siberian Back to Black, qui est une sorte de Trainspotting à Saint-Pétersbourg, et complètement délirant et très drôle. La seule façon d'aborder cette vie-là de la toxicomanie, c'est par le théâtre de l'absurde. Et quand il faut être assez loin enfin pour moi en tout cas, il faut être assez loin des événements et des drames quand même pour avoir ce regard-là sur cette vie-là. Oui, parce que tu le dis, hein, je crois dans le bouquin, si je ne me trompe pas, que
finalement, les personnes que tu côtoyais à cette époque, il n'y en a pas un qui a survécu, ou très peu. Très peu. Très peu. D'ailleurs, est-ce que c'est une question de circonstance? Est-ce que tu penses que n'importe qui, en tout cas les autres toxicomanes que tu Ah oui, j'ai fréquentais, pas répondu à ta question, c'est vrai. t'as pas répondu? Ou toi, sur la psychologie de bazar que... Ah oui, oui, mais ça paraissait presque aller avec l'idée que, D'accord. un rapport à l'histoire familiale, pas forcément, mais il y a bien des chances que tu passes par ce genre de période, quoi. Oui, et puis surtout, franchement, dans ma génération, et un peu après, Presque un passage obligé. tout le monde passait par là. J'avais une amie qui me disait ouais, en fait, la cam, c'est comme cette vieille histoire qu'on raconte sur l'Himalaya. Tu vois, Amine, quand le bébé il naît, on va le plonger dans la rivière glacée. S'il claque, c'est qu'il n'aurait pas survécu. Je sais pas si elle est vraie. Et s'il survit, c'est que ouais, c'est un des nôtres. Non, ouais, donc Il comme une tiendra espèce le de rite coup. de passage, quoi. Et la cam, pour nous, c'était comme ça. Et surtout que c'est apparu quoi, au milieu des années 70 en France. Avant, tout partait aux États-Unis, presque. Puis après, il y a des gens, des trafiquants qui se sont dit, mais on perd de l'argent là. Finalement, les Européens, ils ont du fric aussi. Et ils se sont mis à en trafiquer un peu partout en Europe, en France, en Allemagne, en Angleterre. Et puis, la cam, c'est la marchandise idéale parce qu'elle trouve des clients tout de suite. Sans avoir besoin de publicité. La publicité, c'est le bouche à oreille, comme on dit. Mais il y a justement l'inverse de ça, c'est ce cadre familial que tu décris bien dans les années 70 ou 70, où tu expliques qu'en fait, chez les Marignac, il y avait une ambiance à la Claude Sautet, dis-tu. Ah, c'était totalement ça. C'est pour ça que je ne supporte pas de voir des films de Claude Sautet. Tu as une phrase qui est assez sympa qui dit la pacotille navrante d'un bonheur contrefait à l'aide d'une aisance permise par les 30 Glorieuses. C'est un bon résumé. Ouais, bah, c'était la sensation pour moi de quelque chose d'artificiel qui était certainement double, à la fois sociologique, certainement, que je devais comprendre déjà ces choses-là, et aussi forcément sur le plan personnel, puisque ce que je ne savais pas, ce qu'on ne voulait pas me dire, etc., c'était quand même là dans moi. Donc c'est comme ça que certainement, c'est de ça que venait mon malaise, je pense. Et par contre, ce que je voulais demander tout à l'heure, c'est à propos de la sortie de la toxicomanie. Est-ce que tu penses que tu as de la chance, plus de force que les autres, peut-être un moins haut degré de dépendance, ou est-ce que tu penses que, avec de la volonté, tes camarades auraient pu s'en sortir aussi? Même si, évidemment, c'est une supposition un peu stérile. Je pense pas que j'étais moins dépendant que les autres, parce que justement, l'héroïne, elle arrivait de Thaïlande, elle était un peu coupée, mais pas beaucoup. Et elle était très forte, ça, je peux vous le dire. Et le matin, quand on se réveillait, on se faisait un shoot avant de se faire un café. Donc voilà. Maintenant, cette histoire de volonté, j'y crois pas du tout. Il y a des gens qui ne s'en sortiront jamais, et il y a des gens qui s'en sortiront, et puis personne ne sait pourquoi. Qu'est-ce qui détermine? Je pense que le fait, en général, ce que j'ai vu parmi les rares cas de gens qui s'en sortaient tout seuls comme moi je l'ai fait, c'est qu'ils avaient autre chose. Moi je voulais écrire par exemple. Ben, ça pouvait être la musique, la peinture, ils avaient autre chose. Ceux qui n'avaient pas autre chose, ils sombraient. Mais il pouvait y avoir aussi des gens qui étaient qui avaient d'autres passions et qui sombraient quand même. Je pense que c'est à la fois physique, biologique, génétique et psychologique, quoi. C'est-à-dire, il y a vraiment des gens, et puis ça, tous les docteurs te le diront, hein, tous les spécialistes en narcologie ou je sais pas quoi. Si le mec il veut pas s'en sortir, le meilleur docteur du monde avec les meilleurs médicaments, il n'arrivera pas à le sauver. Et quand j'ai fait mon enquête sur la toxicomanie, 25 ans plus tard, en Ukraine, c'était exactement les mêmes principes. Et en principe, quand quelqu'un dit « je veux décrocher », tu le crois jamais. Parce qu'ils disent tous ça. Et le premier truc qu'ils ne comprennent pas, c'est que pour décrocher, il ne faut plus en prendre. Il y a toujours cette illusion-là chez le camé, c'est « je décroche, mais j'en prends quand même ».
C'est un peu comme j'arrête de boire, mais je continue à boire des bières, quoi. Oui, c'est ça. J'arrête demain. Soit ça, ou alors ils décrochent temporairement et puis ils en reprennent croyant qu'ils se sont libérés, qu'ils sont devenus indépendants par rapport à Oui, cette bah ça, je l'ai beaucoup vu. C'est ça dont je voulais pas. Mm. C'est pour ça que je établis le plus important, c'est de mettre une barrière définitive entre soi et la défonce. Mm. C'est-à-dire Pourtant- un tabou, quoi. Un tabou comme le tabou de l'inceste. Mhm. Tu as dit que bon, il y avait l'écriture, par exemple, mais est-ce que ça a suffi? Est-ce que ça suffit, cette volonté d'écrire? Non, c'est-à-dire que pour moi, quand j'ai décroché, j'en ai pris plein à la gueule, quand même. Et j'étais complètement seul. C'était en été. Donc on peut dire que j'ai eu de la chance aussi. Mais ce qui avait de bien, c'est qu'en été, tu ne pouvais pas en trouver. Les dealers, ils étaient sur la plage. Et donc, il n'y en avait plus. Donc c'est toujours mieux quand il n'y en a pas. C'est plus difficile, en effet. Et pendant le moment où j'étais donc tout seul dans cet appartement à transpirer, à avoir la courante, je me suis dit, mais je recommence pas ça, quoi. C'est une seule fois, je le fais. Parce que je pensais à tous les autres qui, justement, ils arrêtaient 3 mois, puis ils recommençaient, et encore, etc. Je me suis dit, mais c'est pas question que je sois une deuxième fois dans cet état-là. Ensuite, j'ai eu, avec ma phobie de la famille et de tout ce qui s'en rapprochait, je me suis dit, mais en fait, c'est un biberon, ce truc-là. Et ça, pour moi, à partir de là, c'était fini. Je veux pas être au biberon. Donc tu te débarrasses de deux dépendances en même temps, c'est ça que tu veux dire? La famille et la drogue en même temps? Non, c'est justement, comme disait Nicolas tout à l'heure, si tu veux, tu déplaces la dépendance à la dope, de la dépendance à la famille, en gros. Et à un moment, tu te rends compte que tu n'as fait que déplacer cette dépendance, tu t'en es pas débarrassé. Donc à un moment, tu te dis, il faut que je me débarrasse de celle-là aussi. Et pour en revenir à ton enquête justement en Ukraine, si ça, on sort un peu du cadre du bouquin, mais je pense que si, puisque ça fait partie de ton vécu. Et j'ai aussi l'impression que là-bas, c'est aussi un problème d'argent, c'est-à-dire que c'est les plus pauvres, ou les orphelins, ou les gens qui sont abandonnés, qui finissent dépendants. Ou alors, justement, selon ton enquête, c'est pas du tout le cas. C'est tout. Oui, enfin, il y a eu une espèce de... Si tu veux, quand le mur de Berlin est tombé, il y a eu un raz-de-marée. Ah, bien sûr, oui. Ah, ouais. Et puis, la particularité là-bas, et effectivement, c'est pour ça que c'est dans toutes les cités d'urgence, quoi. Oui, bien sûr. On marchait littéralement sur les seringues hein, quand on allait dans les bas quartiers. La particularité de l'Ukraine, à ce moment-là, je ne sais pas comment c'est en ce moment, ça n'a pas dû s'améliorer à mon avis, c'est que les gens ils fabriquaient eux-mêmes leur propre défense. D'accord. La méthamphétamine en particulier, qui était un problème grave, plus grave que les opiacés. Et ça, si tu as le matériel qu'il faut, à partir de simples cachets contre la toux où il y a un peu d'éphédrine, tu le transformes toi-même. En Ukraine, ils avaient retrouvé la recette de la pierre-vitine. La pierre-vitine, c'est ce qu'on donnait aux tankistes dans l'opération Barbarossa. Le truc de cheval, quoi. Et donc, il y avait des étudiants en chimie, au départ, qui avaient retrouvé ça. Et dans les bas quartiers où on traînait, tu avais un laboratoire, tu avais un mec, on l'appelait le chimiste ou le cuisinier. Tout le monde le connaissait. Et c'était chez lui que tout le monde allait, et où la police passait chercher son enveloppe aussi. Bien entendu. Donc ça, c'est vraiment la particularité. Il fabrique aussi une espèce de mauvaise morphine avec de la paille d'opium. Le pavot, ça pousse là-bas. Oui, bien sûr. En réalité, en Ukraine, les drogues raffinées, genre cocaïne, héroïne, etc., réelles, c'est pour les riches. D'accord, ok. C'est les fils d'oligarques, quand ça. Ceux qui ont une connexion avec l'Afghanistan ou je sais pas quoi. Mais sinon, le peuple, si tu veux, c'est comme GVA et Château Margaux, quoi. Le peuple, il est au GVA. Ouais,
Et si on revient, si on revient à ton livre, donc faute au passé, qu'on pourrait traduire aussi par la faute au passé, on avait compris. Je pense, on avait compris ça. Oui, oui. C'est dit, hein, il me semble. C'est On dit l'a dans dit le livre, il me semble. Ah oui, mais comme les gens qui nous écoutent n'ont pas forcément lu le livre. Non, c'est-à-dire que c'était dans l'Exergue. C'est l'Exergue d'Hervé Prudon qui avait écrit ça dans un de ses premiers polars qui s'appelait Mardi Gris, à la série noire. Et ça se terminait comme ça. Photo passé, donc photo et passé, faute au passé, et tout fut foutu. Parce que Hervé il était comme ça, il fonctionnait beaucoup sur les allitérations, les jeux de mots, les blagues. C'était son style à lui. Et cette fameuse photo, justement, qui est un peu à l'origine du livre, t'expliques aussi dans le livre que ça pourrait être, mais enfin on ne sait pas exactement, mais ça ressemble à ça, ça pourrait être une preuve volontaire laissée par ta mère. Bah, c'est une question que c'est une question que je m'étais jamais posée. Et forcément, j'avais pas la photo. Mais a posteriori, c'est une question qu'on peut se poser. Parce qu'on aurait pu la détruire, en fait. C'est ce que je pense. Mais elle est quand même restée là. Donc, est-ce que c'est un acte manqué? Est-ce que elle pouvait quand même pas tout à fait se résoudre à supprimer la trace de ce mec-là? C'est des questions qui resteront ouvertes pour toujours. Je n'aurai jamais la réponse. Et justement, c'est ce qui fait que ce livre autobiographique est assez curieux, dans le bon sens du terme. Hein. C'est-à-dire que ça m'a fait penser un peu à un roman policier où on essaie de savoir qui est le meurtrier, tout en étant face à l'évidence qu'il n'y a pas de corps de victime. Tu vois ce que je veux dire? On sait dès le début, en fait, qu'on en saura... Enfin, en tout cas, moi, j'ai senti dès le début qu'on n'en saurait jamais plus sur ce père qui a disparu et dont je me suis demandé en lisant le livre, si ce père est finalement une absence, un mystère ou un manque ou autre chose. Mais il est partout en même temps. C'est plutôt un mystère, puisque je sais si peu de choses sur lui. J'ai vu sa tête pour la première fois il y a 1 an et demi. C'est il n'y a pas longtemps. Et justement, mon enquête, c'était... justement, c'est pour ça que je me suis intéressé à l'entourage de toute cette histoire. Parce que c'est là peut-être que je pouvais en apprendre un peu plus. Et donc, justement... oui, peut-être un manque, mais je m'en suis jamais rendu compte complètement. Je n'ai jamais eu conscience. Ça se sentait dans mon personnage d'adolescent défoncé, ça se sentait qu'il m'avait manqué un papa, oui. Mais c'est tout ce qu'on peut dire. Sinon, moi, en tant que... Je ne ressentais pas ce manque-là. Je ne le ressentais pas, en tout cas nommé de cette façon-là. Je ressentais le manque j'avais besoin de savoir, et je veux dire au sens du savoir, pas besoin de savoir d'où je venais. Ça, à la rigueur, je m'en foutais complètement. J'avais besoin de savoir comment j'allais survivre, comment j'allais écrire, comment j'allais me débrouiller avec les cartes que j'avais. C'est de ça dont j'avais besoin. Alors, on peut dire, oui, c'est le père. En principe, oui, c'est vrai. Sauf que dans mon cas, il n'était pas là. Je ne peux pas en dire plus. Oui, mais en même temps, en le lisant, j'ai l'impression que, peut-être parce qu'il y a une certaine force en toi, mais j'ai l'impression que le mystère était déjà résolu depuis le début. Et que la preuve, c'est le texte, c'est ce petit pavé qu'on a entre les mains. Oui, enfin, je suis... résolu depuis le début. C'est-à-dire... en le lisant, je pensais la réponse de Marguerite Dresse dans une interview à qui on demandait si elle ne regrettait pas de jamais avoir connu son père, si ça ne lui manquait pas. Et puis elle avait répondu, mais je ne vois pas comment quelque chose que je n'ai jamais connu peut me manquer. Ouais, c'est pas bête. Oui, peut-être. Et aussi le facteur temps qui joue aussi. C'est vraiment un décalage total par rapport à ça, c'est très éloigné. Donc tu peux mener ton enquête de manière moins émotionnelle, justement. Ça rejoint aussi que tu expliquais que tu étais dans la défense et que tu as écrit ça beaucoup plus tard. Il y a aussi le facteur temps qui joue dans
quelque chose d'important comme ça, je pense que ça Oui, joue un rôle évidemment, mais important. surtout, j'avais effectivement décidé de ne pas m'en occuper de cette histoire. Parce que j'étais là, c'est leurs vieilles histoires, je m'en fous, je suis plus là, je fais autre chose. Et ce qui comptait pour moi, c'était ce qu'il y avait devant, l'avenir. Comment j'allais me constituer, comment j'allais acquérir le savoir que je voulais acquérir, et comment j'allais survivre, même sur le plan financier et matériel. Et ce qu'il y avait derrière, j'allais pas m'enfoncer dedans, quoi. Ça collait pas avec un certain dynamisme que je peux avoir. J'allais pas me complaire et tu sais, à mon époque, enfin, ça allait encore. Les gens, enfin, la psychanalyse était vachement à la mode. Bien sûr. Et les gens, tu les voyais partir dans une psychanalyse et tu les revoyais plus jamais, quoi, après. Ils étaient fascinés par eux-mêmes, ils parlaient que de ça. Et ils s'intéressaient plus qu'à ça. Et ils n'avaient plus aucun, enfin, à mon sens, hein, plus aucune créativité. Donc moi, je voulais surtout pas de ça. En plus que je n'avais vraiment pas les moyens de me payer un psychanalyste. C'est toujours ça le problème. On sent au long du livre qu'il y a une volonté d'éviter l'excuse victimaire. Il y a même des moments, j'ai relevé une phrase où tu dis l'attendrissement lamentable que l'on éprouve à se voir bébé choyer. Oui, parce que oui. Ouais, j'aurais peut-être rajouté un peu. Oui, parce que mes grands-parents, ils étaient très 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 gentils avec moi. Et donc, forcément, en voyant les photos, on se vire au mélodrame, quoi. Et j'essaye d'éviter la sentimentalité, voilà. En général, quand j'écris, je préfère être plus distant, peut-être. Ouais, plus distant, sans doute. Ben voilà, je crois que si vous avez quelque chose à ajouter, on va pouvoir conclure, non? Moi, j'ai encore Vas-y, une Nico. question, justement. Est-ce que ce livre, comment dire, caresserait pas un espoir secret qu'avec tous les indices que tu y as laissés, parce qu'il y a quand même des choses sur ce père. Il y a quand même un prénom, Ouais. peut-être un travail à l'époque, des choses comme ça. Là, il y a l'histoire de ton deuxième prénom, qui serait le nom de ce père-là. Et est-ce qu'il n'y a pas, tu te dis pas, peut-être quelqu'un lira ce livre un jour, se rappellera telle et telle chose que sa sœur, son fils, machin, a raconté, et que tu aurais peut-être une information qui arrivera un jour. En l'écrivant, est-ce que tu as inconsciemment peut-être pas pensé à ça aussi? Alors non, en l'écrivant, je pensais qu'à l'avance. Au contrat et à l'avance. Et comme je l'ai écrit sans en avoir parlé, quoi, d'ailleurs. Mais je savais à qui j'avais proposé. Et je me disais, pouf, tu peux bien taper dans mes éconocroques, de toute façon, je suis sûr que je le publierai. Voilà, c'est à ça que je pensais. Alors après, il y a toujours cette possibilité-là, oui. Il y a un de mes copains, un éditeur de chez Confident, et il a commencé à faire des recherches. Il m'a dit, mais tu n'as pas jamais essayé de le chercher? Je lui ai dit, non, jamais. D'ailleurs, j'ai essayé il y a une dizaine d'années, mais je suis nul en Internet. Et je me suis planté dans les sites de généalogie, j'ai rien compris, j'ai laissé tomber vite fait. Je n'avais pas cet espoir-là, je ne l'ai toujours pas d'ailleurs. Mais mon copain, là, l'éditeur de chez Confident, il m'a retrouvé une photo où c'est très probablement cet endroit-là. C'est très probablement ce pont-là. Mais ça donne la mesure de mon incapacité et de ma nullité dans ces trucs-là. J'aurais sûrement pu trouver tout seul en faisant recherche pont. Mais je ne réfléchis pas comme ça. Finalement, le mystère demeure, c'est mieux comme ça. Bon, je sais pas. Franchement, ni dans un sens ni dans l'autre, j'ai pas d'opinion. J'ai écrit à des gens qui portaient ce nom en leur disant voilà, j'en veux pas à votre héritage, parce que c'est la première chose à dire quand même. Est-ce que vous n'auriez pas une photo? Parce qu'à l'époque, c'était la photo. C'est pour ça que ma tante me l'a envoyé, la photo. À l'époque, c'est la photo que je voulais avoir. Et j'ai jamais eu de réponse. Mais il n'est pas sûr qu'ils soient convaincus que je ne veux plus mal leur héritage, après tout. Et il n'est pas sûr qu'ils aient envie d'entendre parler des frasques de papa non plus.
Ludovic, tu as encore quelque chose? On peut commencer à Non, conclure. c'est Super. terminé. Eh bien, je rappelle aux auditeurs que c'est Photo Passé, qui est écrit par Thierry Marignac, édition Manufacture de livres. Et je rappelle que tu seras présent ce dimanche chez notre libraire préféré, à Jette, Maupassant. Et Ludovic, toi aussi, tu étais reçu et vous serez tous les deux interviewés par Nicolas. Par moi-même ici présent. Ouais. Donc, oui, moi. Donc Ludovic, c'est à 10h. À 10h. Et Thierry Marignac, c'est à midi, chez Maupassant à Jette, Et pour que les gens qui fait s'intéressent. Ludovic? Ludovic qui va présenter Toxicologie du langage. C'est un abécédaire. Alors j'ai écrit des romans que j'ai pas réussi à faire publier, mais c'est un abécédaire des mots utilisés contre nous par le pouvoir. Démocratie, complotiste, des mots comme ça. Ah, c'est très intéressant. Moi, en tant que traducteur, ça me fascine, ça. La sémantique du pouvoir, c'est vachement bien. Et j'aime beaucoup le titre aussi. Ah ben merci. Voilà, Il a l'air vous pas fort. retrouverez. Rendez-vous dimanche chez Dimanche, Maupassant dès 10h. Et n'oubliez pas, il faut acheter le livre de Thierry, puisqu'après tout, il l'a écrit pour gagner du pognon. Et alors? Il a dit à maintes Et il reprises. est en vente Et- déjà et chez il est en Maupassant vente chez pour y aller. Maupassant. Et allez-y dimanche, il vous le dédicacera, n'est-ce pas? Oui, oui, Ah bah voilà. j'en suis, Avec un enthousiasme Avec un- non dissimulé. j'en suis capable. Non mais il y a une lumière dans ses yeux qui Il vous le n'est pas dédicacera. perceptible. Il vous le dédicacera en russe. Voilà. Comme ça, ce sera une raison de se déplacer. Eh bien, Thierry, merci beaucoup pour ton temps. Je t'en prie, c'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt, chers auditeurs. Et n'oubliez pas, dimanche chez Maupassant. Au revoir à tous.